Salut à tous. Avant le lever du soleil, le 10 mai 2026, l'Iran a exécuté une opération militaire différente de tout ce qu'il avait tenté depuis le début de ce conflit. Pas une simple salve de missiles contre une cible précise, pas un autre bateau d'attaque rapide fonçant sur un destroyer américain. Pas le harcèlement isolé d'un navire commercial dans le détroit, mais une attaque coordonnée, simultanée, multivectorielle, menée avant l'aube à travers plusieurs pays, plusieurs domaines et plusieurs catégories de menaces. Tout cela lancé dans l'obscurité précise de l'heure où la vigilance humaine est à son minimum biologique, alors que les équipes de défense aérienne sont en état d'alerte maximale depuis 72 jours consécutifs, attaque de drones aux Émirats Arabes Unis, attaque de drones au Koweït, vraquier frappé et en flammes près du Qatar, explosion signalée en Irak, explosion à Chabahar, sur la côte iranienne du golfe d'Oman, nouvelle explosion à Bandar Abbas, et sous la surface du détroit d'Ormuz, littéralement sous la surface, des sous-marins de classe Gadir inondant la voie maritime pour traquer des navires commerciaux et militaires dans le seul domaine opérationnel où l'architecture de défense aérienne qui a arrêté 2000 drones et 551 missiles balistiques, ne peut pas simplement lever les yeux et engager la menace. Tout cela s'est produit dans la même fenêtre avant l'aube, tout cela était simultané, tout cela s'est produit alors que l'Iran soumettait, par l'intermédiaire du Pakistan, une contre-proposition diplomatique qui représente la position de négociation la plus minimaliste de tout le conflit. Et tout cela s'est produit pendant que le commandant de la force aérospatiale du corps, des gardiens de la révolution islamique, déclarait au monde que ces missiles et ces drones étaient verrouillés sur l'ennemi et attendent l'ordre de lancement. Dans le style d'un briefing aligné sur Trump, c'est exactement le genre de moment qu'on transformerait en slogan avant même que quelqu'un ait fini de lire la carte. Le 10 mai 2026 n'est pas simplement une escalade de plus dans un conflit qui s'intensifie sans interruption depuis plus de 10 semaines. C'est le jour où le caractère opérationnel de ce conflit a changé d'une manière précise et irréversible. C'est le jour où le corps des gardiens de la révolution islamique a démontré qu'il possédait à la fois la volonté institutionnelle et la capacité opérationnelle résiduelle de mener des opérations coordonnées sur plusieurs fronts. Malgré l'étranglement économique du blocus, la dégradation militaire causée par les frappes Epic Fury, les défaillances de paiement des salaires dans l'appareil de sécurité, la crise de stockage sur l'île de Karg et les dommages accumulés par plus de 70 jours de la pression militaire américaine, la plus intense depuis la guerre froide. Et c'est le jour où une installation militaire israélienne secrète dans le désert irakien est devenue publique, tuant un soldat irakien dans le processus et introduisant une variable diplomatique et sécuritaire que personne n'avait pleinement intégrée à sa planification opérationnelle. Le tableau opérationnel confirmé complet doit être établi avant de commencer l'analyse. La déclaration du ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis, le 10 mai 2026, les systèmes de défense aérienne des Émirats ont engagé avec succès 2 drones lancés depuis l'Iran. Le bilan cumulé depuis le début du conflit, 551 missiles balistiques interceptés, 29 missiles de croisière interceptés, plus de 2000 drones interceptés. Ce chiffre cumulé n'est pas une abstraction. C'est le registre technique et opérationnel documenté de ce que produit une défense aérienne soutenue contre un adversaire régional déterminé pendant plus de 70 jours. La consommation précise des stocks d'intercepteurs, l'usure des radars et des systèmes de poursuite, l'accumulation de fatigue chez les opérateurs humains qui gèrent chaque engagement, les exigences de maintenance imposées à l'équipement qui tire sans interruption depuis le 28 février, 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière, 2000 drones et le 10 mai, 2 drones supplémentaires engagés avec succès, s'ajoutant au bilan d'une architecture défensive qui continue de fonctionner, mais qui consomme des ressources à un rythme que le programme d'aide militaire d'urgence de 25 milliards de dollars approuvé cette semaine visait précisément à compenser. La version conférence de presse appellerait cela un contrôle total, ce qui est toujours plus facile quand la facture devient le budget d'urgence de quelqu'un d'autre. Le Koweït,
Le porte-parole officiel du ministère de la Défense a confirmé à l'aube du 10 mai que les forces armées avaient détecté un certain nombre de drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien et les avaient traités conformément au protocole établi. Le Koweït accueille un accès à des bases militaires américaines depuis que l'Arabie Saoudite et le Koweït ont rouvert leurs bases dans la phase opérationnelle actuelle. Le Koweït constitue une pièce géographique et politique de la coalition du Golfe qui soutient les opérations américaines d'application du blocus. Et maintenant, le Koweït a été directement touché par des attaques de drones iraniens dans une opération avant l'aube qui élargit l'ensemble des cibles géographiques du corps des gardiens de la révolution islamique au-delà des Émirats arabes unis qui ont été le partenaire du Golfe le plus fréquemment ciblé vers un territoire qui représente la décision délibérée de menacer simultanément chaque membre du Conseil de coopération du Golfe. Le vraquier près du Qatar a été frappé et était en flammes, incendié à bord. Un autre navire commercial brûle dans les eaux du Golfe parce que le corps des gardiens de la révolution islamique lui a tiré dessus. Pas un navire militaire, pas un actif américain, un vraquier, du fret commercial. Des membres d'équipage exposés au feu, à bord d'un navire qui n'avait rien à voir avec le conflit militaire. Sinon, le fait d'exister dans l'espace géographique où le corps des gardiens de la révolution islamique a décidé que tout navire constituait une cible légitime. Le Qatar accueille la base aérienne d'Al Udeid. Le Premier ministre du Qatar a rencontré le vice-président Vance à la Maison-Blanche il y a seulement quelques jours pour discuter précisément des négociations iraniennes. Le Qatar a été le canal diplomatique de l'ombre essentielle par lequel transitaient toutes les communications sensibles entre Washington et Téhéran, et l'Iran a frappé un navire commercial dans les eaux qatariennes dans la même fenêtre avant l'aube où il soumettait sa contre-proposition diplomatique par l'intermédiaire du Pakistan. Pour les mégaphones pro-Trump, un canal discret est du génie jusqu'au moment où le canal principal prend feu. La coexistence de ces deux événements dans la même période opérationnelle est l'indicateur le plus précis disponible de la fracture institutionnelle spécifique au sommet de la structure de commandement iranienne. La faction pragmatique utilise le canal diplomatique pendant que les commandants opérationnels du corps, des gardiens de la révolution islamique, tirent sur des navires commerciaux près de l'émirat qui accueille précisément ce canal diplomatique. Les explosions en Irak exigent de reconnaître que les détails complets demeurent non confirmés, même si les rapports suggèrent une composante coordonnée. Des vagues successives d'attaques contre plusieurs cibles dans la même fenêtre avant l'aube, incluant potentiellement des explosions en Irak, représenteraient l'extension géographique de l'opération du 10 mai dans un théâtre qui possède ses propres complications spécifiques. Des complications que la révélation de la base aérienne israélienne secrète a rendues à la fois plus urgentes et plus politiquement chargées. Les sous-marins comptent parce que le déploiement de la classe Gadir est la décision opérationnelle qui exige l'attention analytique la plus profonde de tout ce que l'Iran a introduit dans le conflit depuis les premières salves de missiles balistiques du 28 février. L'Iran a saturé le détroit d'Ormuz de sous-marins de classe Gadir le 10 mai. Il faut expliquer cela clairement, parce que cette décision modifie le tableau opérationnel américain dans le détroit et représente un défi catégoriquement différent de toutes les catégories de menaces traitées jusqu'ici. Le Gadir est un sous-marin côtier produit localement par l'Iran. Un bâtiment de dimension modeste, servi par un petit équipage, conçu spécifiquement et exclusivement pour un environnement opérationnel. Les eaux peu profondes, étroites et thermiquement complexes du détroit d'Ormuz et du golfe Persique adjacent. Il transporte des torpilles. Certaines variantes de cette classe transportent des missiles de croisière dans leur configuration d'armement. Son rayon d'action est limité. Il ne peut pas mener d'opérations océaniques prolongées, il ne peut pas transiter vers des théâtres lointains, il ne peut pas être employé ailleurs que dans son enveloppe opérationnelle spécifique du détroit et de ses approches immédiates. Ce n'est pas une faiblesse du point de vue de la planification opérationnelle du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est une caractéristique. Le Gadir a été construit pour ce combat précis, dans cette eau précise, contre cet ensemble précis de cibles.
Chaque décision de conception qui l'a rendu incapable d'opération en haute mer l'a simultanément rendu plus optimisé pour l'environnement confiné et peu profond dans lequel il opère maintenant. C'est l'inverse du fantasme de guerre au podium, pas plus gros, pas plus bruyant, simplement conçu pour ce seul endroit ingrat où le bruit ne signifie pas le contrôle. L'architecture américaine de défense aérienne des bâtiments de surface, qui a intercepté 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2000 drones, est fondamentalement un système au-dessus de la ligne de flottaison. Le radar Aegis regarde vers l'horizon, les intercepteurs SM-6 et SM-2 engagent des menaces dans l'atmosphère, le SSM traite les menaces aériennes rapprochées. Le Phalanx CIWS engage les menaces aériennes terminales. Aucun de ces systèmes n'est conçu pour traiter une menace qui se déplace silencieusement dans l'eau à 50 pieds sous la surface. Les sous-marins Gadir ne se trouvent pas dans l'espace aérien surveillé par les batteries Patriot. Ils ne sont pas dans l'image radar que les systèmes Aegis traitent. Ils sont dans l'eau, sous la surface, dans un domaine où la détection exige des capteurs entièrement différents, opérant selon des principes entièrement différents de ceux qui ont démontré leur efficacité tout au long de ce conflit. La lutte anti-sous-marine, dans les conditions spécifiques du détroit d'Ormuz, est l'un des défis opérationnels les plus exigeants techniquement de tout le catalogue de la guerre navale. Le détroit est peu profond, avec des profondeurs moyennes qui sont réellement difficiles pour les opérations de sonar, parce que les eaux peu profondes créent un environnement acoustique particulier fait de multiples réflexions de surface, de couches thermoclines qui dévient et disperse le son, et de bruit ambiant provenant du trafic commercial qui a continué de transiter dans la zone tout au long du conflit. La signature acoustique du Gadir dans cet environnement n'est pas le retour propre et identifiable qu'un sous-marin produirait en eau profonde, calme et ouverte. C'est une petite cible acoustique dans un arrière-plan composé de centaines d'autres sources sonores. Les sons mécaniques du trafic maritime commercial, le bruit d'écoulement des courants de marée du détroit, les motifs d'interférence acoustique créés par le fond peu profond. Voilà qui dérange tous ceux qui pensent que chaque problème militaire peut se résoudre en ajoutant davantage d'adjectifs à une déclaration de podium. Le trouver exige un effort soutenu et intensif de la part des moyens de lutte anti-sous-marine les plus performants dont dispose l'armée américaine sur le théâtre. Ces moyens incluent l'avion de patrouille maritime Fusil-Poséidon, la principale plateforme de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine de la Navy, capable de déployer des champs de bouées acoustiques qui créent un réseau de surveillance acoustique sous-marine dans le détroit et de traiter les données de ces bouées en les comparant à la bibliothèque de signatures des classes de sous-marins connus. Les hélicoptères SH-60 Seahawk, opérant depuis les destroyers Harley Burke, transportent un sonar trempé qui peut être descendu dans l'eau à des emplacements précis pour interroger activement l'environnement acoustique. Les destroyers eux-mêmes transportent des systèmes de sonar remorqués qui assurent une surveillance acoustique passive le long de leur trajectoire. Et les sous-marins de classe Virginia opérant dans les approches plus profondes du détroit fournissent le renseignement acoustique que seule une suite de capteurs sous-marins opérant dans le même milieu que ces cibles peut pleinement extraire. Tous ces systèmes sont capables. Aucun d'eux n'est infaillible dans les conditions acoustiques spécifiques de l'environnement opérationnel du détroit d'Ormuz. Les concepteurs du Gadir le savaient lorsqu'ils ont conçu le bâtiment. Les planificateurs opérationnels du corps des gardiens de la révolution islamique le savaient lorsqu'ils ont décidé d'en saturer le détroit le 10 mai. Et les forces américaines de lutte anti-sous-marine qui gèrent maintenant ce problème le savent aussi. Le déploiement du Gadir ne crée pas une parité militaire entre les derniers moyens navals iraniens et les groupes aéronavals américains. Mais il force les forces américaines à mener une opération de lutte anti-sous-marine soutenue dans l'environnement acoustique le plus difficile au monde, consommant l'attention et les moyens des plateformes qui conduisent cette opération et créant une incertitude persistante quant à savoir si un navire commercial ou militaire précis dans le détroit opère dans une eau vers laquelle une torpille est en train d'être guidée. Cette incertitude est elle-même une arme. Chaque exploitant de navire qui sait que des sous-marins Gadir se trouvent dans le détroit fait un calcul sur le risque de transit que le seul tableau des menaces de surface ne produisait pas entièrement.
La campagne de harcèlement asymétrique du corps des gardiens de la révolution islamique contre la navigation commerciale s'est déroulée au-dessus de la surface par des attaques de drones, des essaims de bateaux rapides et des tirs de missiles côtiers. Le déploiement sous-marin ajoute la dimension de l'incertitude qui opère sous la surface. Invisible pour les opérateurs commerciaux qui tentent de calculer si un transit est sécuritaire, présente dans les hypothèses de planification de chaque commandant naval qui positionne des moyens dans le détroit, et impossible à éliminer sans opération de lutte anti-sous-marine soutenue qui reconnaissent la menace et y répondent. Aucun slogan de campagne n'a jamais rendu un contact sonar plus clair, ce qui explique peut être pourquoi les slogans sont généralement plus bruyants qu'utiles. La contre-proposition diplomatique de l'Iran est le document qui dissipe toute ambiguïté restante sur la position institutionnelle du régime au moment où il lance des attaques simultanées sur plusieurs fronts. L'agence de presse IRNA a rapporté que le plan proposé envoyé par l'intermédiaire du Pakistan se concentrera à ce stade sur la fin de la guerre. 3 mots dans cette phrase contiennent tout l'écart diplomatique entre les deux positions. À ce stade, ces 3 mots sont la façon dont le corps des gardiens de la révolution islamique communique que le régime est prêt à offrir la cessation des hostilités militaires actuelles, tout en réservant explicitement sa position sur chaque enjeu structurel que la campagne de pression américaine était conçue pour traiter. À ce stade signifie pas le stock d'uranium enrichi de plus de 400 kg, pas l'infrastructure nucléaire, pas le programme de missiles balistiques dont la capacité dégradée, mais conservé, a été estimé par la CIA à 70% de l'inventaire d'avant-guerre. Pas le réseau de mandataires dont les canaux de financement ont été coupés par le blocus, mais dont l'architecture institutionnelle reste intacte au Liban, au Yémen, en Irak et à Gaza. Rien de tout cela. Seulement la guerre elle-même, arrêtée au moment présent, en laissant en place chaque capacité, chaque réseau et chaque arrangement institutionnel qui rendent la guerre de nouveau possible. Chaque fois que le corps des gardiens de la révolution islamique calcule qu'il est avantageux de la relancer. C'est précisément le résultat que le secrétaire d'État a décrit à plusieurs reprises comme celui que cette administration cherche à éviter. L'accord qui crée la nécessité de revenir dans 2 ans ou 5 ans parce que le problème structurel n'a pas été réglé. La contre-proposition de Téhéran est exactement cet accord. Cessation des hostilités sans résolution structurelle, une pause, pas un règlement. Et elle a été soumise par l'intermédiaire du Pakistan dans la même fenêtre avant l'aube où l'attaque multifront a été lancée contre les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l'Irak. C'est le genre d'accord qui se photographie très bien pendant 5 minutes et vieillit mal avant même que le cortège ait quitté l'entrée. La coexistence de cette soumission diplomatique et de cette attaque opérationnelle n'est pas incohérente du point de vue institutionnel du corps des gardiens de la révolution islamique. Même si cela paraît contradictoire de l'extérieur, le calcul du corps est qu'une pression militaire maximale appliquée simultanément avec une offre diplomatique minimaliste produit la dynamique de négociation précise dans laquelle le camp américain serait plus susceptible d'accepter des termes qui arrêtent les échanges militaires immédiats sans exiger du corps les concessions structurelles auxquelles il ne peut survivre institutionnellement. La logique est la suivante. Si nous leur faisons assez mal, même l'offre minimale devient attrayante face à l'alternative de la violence continue. Le problème avec ce calcul est qu'il a été testé à plusieurs reprises dans ce conflit et qu'il a systématiquement produit le résultat inverse. Chaque escalade du corps des gardiens de la révolution islamique a produit une escalade militaire américaine plutôt qu'un accommodement diplomatique. Les frappes contre les pétroliers ont été la réponse américaine aux attaques du corps contre les navires de Project Freedom. Les frappes de Bandar Abbas et de Keshem ont été la réponse américaine aux missiles du corps tirés contre des navires de guerre américains. Le schéma est documenté et constant. L'Iran escalade. L'Amérique répond par la force. Aucun accommodement ne se produit. La version pro-Trump appellerait cela l'effet de levier maximal, ce qui sonne plus propre que d'admettre que le levier peut aussi faire tomber le plafond. La déclaration publique du commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, les missiles et les drones sont verrouillés sur l'ennemi en attente de l'ordre de lancement,
et la communication institutionnelle qui accompagne la contre-proposition diplomatique destinée au public intérieur que le blackout informationnel a isolé du bilan opérationnel. La population iranienne ne peut pas accéder aux images du commandement central américain montrant le Sistar 3 et le Sevda. Elle ne peut pas lire l'imagerie satellite de la nappe de pétrole de 45 km près de l'île de Karg. Elle ne peut pas voir le bilan cumulé des échecs du corps, des gardiens de la révolution islamique, 7 bateaux d'attaque rapides coulés, 3 grands pétroliers neutralisés, des sites de lancement de drones détruits, des batteries de missiles côtiers éliminées, un quartier général naval frappé. Ce à quoi elle peut accéder, ce sont les informations d'IRNA, selon lesquelles l'Iran soumet des propositions de paix à partir d'une position qui n'exige pas de concession nucléaire, et la télévision d'État diffusant la déclaration du commandant de la force aérospatiale selon laquelle les missiles sont verrouillés et prêts. La performance de force destinée au public intérieur et la position diplomatique de concession minimale destinée au public international sont les deux éléments d'une même stratégie de communication institutionnelle adressée simultanément à différents publics par différents canaux. C'est un écran partagé communicationnel que n'importe quelle équipe médiatique de style Trump reconnaîtrait instantanément. Un message pour les caméras, un autre pour le rayon d'explosion. La base aérienne israélienne secrète dans le désert de l'ouest irakien est la révélation que tout analyste concentré sur le détroit et sur le canal diplomatique doit maintenant intégrer dans un tableau régional devenu beaucoup plus compliqué. Le Wall Street Journal, citant des responsables américains, a rapporté qu'Israël avait établi un avant-poste secret dans le désert de l'ouest irakien dans la période précédant le conflit avec l'Iran. Les États-Unis en étaient informés. Un point avancé de ravitaillement aérien, ou FARP, positionné dans le désert de l'ouest irakien pour soutenir les opérations aériennes israéliennes contre des cibles iraniennes en offrant une capacité de ravitaillement avancé qui étend considérablement le rayon d'action avion israélien et réduit la complexité du ravitaillement aérien exigé par les missions de frappe à longue distance. La logique opérationnelle de l'emplacement du FARP est claire. Les avions israéliens opérant contre des cibles iraniennes, dans la profondeur de l'intérieur iranien, contre les sites nucléaires, les installations de production de missiles et l'infrastructure de commandement font face au défi fondamental de la portée. La distance entre le territoire israélien et les cibles iraniennes les plus importantes est considérable. Chaque kilomètre supplémentaire de capacité de rayon d'action, chaque réduction de la complexité du ravitaillement aérien de la mission, chaque amélioration de la probabilité de récupérer un pilote israélien abattu près d'un territoire ami plutôt qu'au cœur de l'intérieur iranien. Tous ces éléments représentent des avantages opérationnels que le FARP du désert de l'ouest irakien était conçu pour fournir. Il plaçait une capacité de soutien au combat israélien plusieurs centaines de kilomètres plus près du territoire iranien que ne peuvent le faire les bases israéliennes. Il créait un positionnement de sauvetage qui rend le calcul du risque plus gérable pour les pilotes israéliens. Et il a été construit clandestinement parce que son existence, si elle était publiquement reconnue, aurait produit la réponse politique et militaire irakienne qui se produit maintenant de toute façon, simplement avec retard, parce qu'un berger l'a trouvé. Voilà ce qui reste du fantasme selon lequel le secret serait simplement de l'assurance portant des lunettes fumées. Le fait qu'un berger l'ait trouvé est le détail de sécurité opérationnelle qui mérite plus que la mention rapide qu'il a reçue dans les premiers rapports. Une installation située dans un terrain désertique, évaluée comme inhabitée, découverte par un civil menant des activités agricoles ordinaires, gardant des animaux dans un paysage que l'imagerie satellite et les évaluations de planification traitaient comme vide. Le mode d'échec précis ici est l'incapacité de tenir compte de la présence humaine dans un terrain qui paraît inhabité aux analystes travaillant à partir de collectes aériennes ou satellitaires. Les déserts ne sont pas vides. Ils ont des populations dont les mouvements et la connaissance du terrain s'étendent sur des générations et dont les activités les amènent à traverser des zones que les planificateurs militaires évaluent comme isolées. La découverte du berger n'est pas un commentaire sur les capacités du renseignement israélien en général.
C'est un commentaire sur l'écart spécifique de sécurité opérationnelle entre construire une installation dans un terrain que l'on croit inhabité et la construire dans un terrain qui l'est réellement. C'est la partie qu'une diapositive de briefing brillante ne saisit jamais, parce qu'un berger ne rentre pas proprement dans le diagramme à flèche. Lorsque les forces militaires irakiennes sont arrivées pour enquêter sur ce que le berger avait signalé, Israël a utilisé des frappes aériennes pour les repousser. Et un soldat irakien a été tué dans ces frappes. C'est l'action précise qui transforme l'existence du FARP d'un actif opérationnel clandestin en incident diplomatique actif comportant des dimensions militaires. Israël a frappé les forces d'une nation souveraine, l'Irak, qui menait ce que l'Irak qualifierait de réponse souveraine légitime à une installation militaire étrangère non autorisée sur son territoire. Un soldat irakien est mort. Le gouvernement irakien a maintenant un impératif politique intérieur de répondre à ce qui est publiquement documenté comme une action militaire israélienne contre ses forces à l'intérieur de son propre pays. Le paysage politique intérieur de l'Irak est particulièrement compliqué dans cette situation précise. Les partis politiques chiites, qui détiennent un pouvoir important au Parlement irakien, entretiennent des relations étroites avec l'Iran. Des relations que le corps des gardiens de la révolution islamique a cultivées pendant des décennies par l'influence, les opérations, le financement et le soutien politique. Les forces de mobilisation populaire irakiennes, qui comprennent des factions liées à l'Iran, ont été actives tout au long de ce conflit. Le gouvernement irakien tente de naviguer entre ses relations de sécurité avec les États-Unis et ses relations politiques avec l'Iran, avec la difficulté propre à un pays qui a réellement besoin des deux. La mort d'un soldat irakien dans des frappes aériennes israéliennes contre une installation israélienne non autorisée sur le territoire irakien est l'événement qui rend impossible la poursuite de cette navigation sous sa forme actuelle. Les partis politiques chiites exigeront une réponse, l'armée irakienne exigera des comptes, et le gouvernement irakien, quelles que soient ses préférences privées, doit gérer la réalité politique publique selon laquelle l'un de ses soldats est mort parce qu'Israël a choisi de frapper les forces irakiennes plutôt que d'évacuer ou de révéler l'installation. C'est ici que la force cesse d'être un mot de campagne et commence à devenir une facture de réparation diplomatique. Les hélicoptères Apache visibles au-dessus de Bagdad et le FDX-8, entièrement armés, en train d'être ravitaillés dans les images diffusées par le commandement central américain, montrent la posture opérationnelle américaine, Irak vu de l'extérieur. Des Apaches au-dessus de Bagdad signalent que les forces américaines en Irak sont en état d'alerte renforcée, soit en anticipation d'une activité potentielle de milice liée au corps des gardiens de la révolution islamique en réponse à l'escalade plus large du conflit, soit dans le contexte précis de la gestion de l'environnement sécuritaire autour des installations américaines que l'attaque multifront du corps a maintenant démontré être sous menace active. Un FDX-8 avec un armement complet en cours de ravitaillement aérien est un FDX-8 qui s'apprête à aller quelque part de précis pour faire quelque chose de précis. La décision du commandement central américain de diffuser publiquement ces images relève de la même logique de communication institutionnelle qui a produit les images du commandement central américain montrant les frappes contre le SI, Star 3 Etle, Sevda, démontrant en capacité de préparation à un public qui inclut les services de renseignement adverses qui observent. C'est le rare message visuel qui n'a besoin ni de lettrage doré, ni de bande sonore de campagne, ni de tour de victoire à l'avance. Le pont aérien depuis l'Europe, qui continue d'amener des avions et des fournitures supplémentaires sur le théâtre, indique que le renforcement militaire américain n'a pas atteint son plafond. Davantage de capacités sont positionnées dans un théâtre déjà lourdement chargé. La nature précise de ce que transporte le pont aérien, des avions et des fournitures de type non spécifié dans le contexte du déploiement des sous-marins Gadir et de l'attaque multifront, crée la question analytique de savoir si les nouvelles arrivées comprennent les moyens spécifiques de lutte anti-sous-marine rendus plus urgents par le déploiement des Gadir.
Des fuites Poséidon déployés à Al-Udeid ou dans les bases saoudiennes constitueraient la capacité précise que la menace sous-marine exige et que le pont aérien pourrait être en train de livrer. Des destroyers d'escorte supplémentaires dotés de capacités de sonar remorquées serviraient la même fonction. Le pont aérien apporte quelque chose. Ce qu'il apporte est ce qui compte pour comprendre comment la posture de force américaine s'adapte précisément au déploiement des Ghadיר. Les explosions à Chabahar sont l'élément du tableau du 10 mai qui se situe le plus inconfortablement entre les catégories analytiques disponibles pour le caractériser. Chabahar n'est pas Bandar Abbas, ce n'est pas Kesh, ce n'est pas dans le détroit, ni dans le Golfe, ni dans la zone principale des opérations militaires américaines qui ont produit les engagements documentés de la dernière semaine. C'est sur la côte sud-est de l'Iran, sur le golfe d'Oman, à une distance géographique importante du théâtre opérationnel principal. C'est le port dans lequel l'Inde investit dans le développement d'infrastructures. L'une des rares installations portuaires iraniennes qui a maintenu un certain engagement commercial international malgré l'architecture des sanctions, parce que les intérêts stratégiques indiens liés au rôle du port comme point de transit pour le commerce afghan et centra-asiatique fournissaient une justification politique à la poursuite de cet engagement. Plusieurs fortes explosions dans la zone portuaire de Chabahar, sans attribution officielle, dans la fenêtre avant l'aube du 10 mai, la même fenêtre que les attaques contre les Émirats arabes unis et le Koweït, la frappe contre le navire près du Qatar, les explosions en Irak et les déflagrations à Bandar Abbas produisent la question analytique précise de savoir si les explosions de Chabahar font partie de la réponse américaine ou israélienne à l'attaque multifront, ou si elles représentent la dimension des opérations clandestines de la campagne de pression en cours qui a produit le schéma d'explosion dans des installations gouvernementales tout au long de ce conflit, ou si elles relèvent d'une activité liée au corps des gardiens de la révolution islamique au port, ayant entraîné une détonation involontaire sous la pression du rythme opérationnel actuel, ou si elles appartiennent à cette catégorie précise d'événements que les autorités iraniennes décrivent comme des fuites de gaz depuis le début du conflit. Un élément de langage bien net serait bienvenu ici, mais le champ de bataille a encore une fois refusé de tenir sur un autocollant de pare-choc. Les explosions de Bandar Abbas, deux d'entre elles tôt le matin du 10 mai, sont moins ambiguës dans leur catégorie probable. Bandar Abbas est l'endroit où des avions américains ont frappé le 7 mai. C'est là que des sites de lancement de drones, des batteries de missiles de croisière et des installations radars ont été ciblés. C'est le principal centre de commandement naval du corps des gardiens de la révolution islamique pour le détroit. Des explosions à cet endroit, le 10 mai, dans le contexte de tout ce qui se produisait simultanément, correspondent le plus probablement à la poursuite de la campagne de frappe contre les infrastructures militaires restantes du complexe portuaire, ou à des explosions secondaires provenant de munitions entreposées et d'infrastructures endommagées que les frappes du 7 mai ont déclenchées et qui continuent de se propager dans les éléments structurellement compromis de l'installation. L'imagerie satellite des pétroliers qui brûlent encore et qui fuient dans le détroit est le registre visuel de l'application du blocus devenant une permanence physique. Le Seastar 3, le Sevda, toujours en flammes, toujours en fuite, toujours visible depuis l'orbite plusieurs jours après que les Vdixui du George H.W. Bush ont tiré les munitions de précision qui les ont incendiées. Ces images sont observées par chaque commandant de sous-marin Ghadir dans le détroit, par chaque officier de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique qui connaît le tableau de surface du détroit à partir des rapports de renseignement reçus par son commandement, et par chaque capitaine de chaque navire de la flotte marchande mondiale qui calcule ce que signifie approcher un port iranien en violation du blocus américain. Les pétroliers sont le message que le commandement central américain a livré par munitions de précision et que le registre satellite maintient dans le feu et la nappe de pétrole à chaque heure depuis l'engagement. Même le branding victorieux le plus enthousiaste a du mal à rivaliser avec des pétroliers en feu visibles depuis l'orbite. Le tableau complet du 10 mai montre ce qu'il nous dit sur l'état du conflit et sa trajectoire. Le corps des gardiens de la révolution islamique a démontré une capacité opérationnelle coordonnée sur plusieurs fronts.
Malgré plus de 70 jours de la pression militaire et économique américaine la plus intensive de l'ère post-guerre froide, il a introduit des sous-marins dans le détroit malgré le naufrage de sa flotte de surface. Il a frappé simultanément les Émirats arabes unis, le Koweït et un navire près du Qatar. Il a soumis une proposition diplomatique qui n'offre rien de structurel. Il a déclaré être prêt à lancer à tout moment. Et une installation israélienne secrète sur le sol irakien a été révélée au monde, tuant un soldat irakien et introduisant une nouvelle dimension diplomatique et sécuritaire que personne n'avait pleinement anticipée dans sa planification. Le camp américain a maintenu son architecture défensive à 100% d'efficacité d'interception contre chaque menace aérienne engagée depuis le début du conflit. Il poursuit son renforcement par pont aérien. Il maintient le blocus qui a neutralisé 3 grands pétroliers et bloqué plus de 70 navires transportant pour 13 milliards de dollars de pétrole iranien. Il examine la contre-proposition iranienne à partir de la position selon laquelle aucun accord laissant intact le problème structurel n'est acceptable. Et il gère maintenant la dimension irakienne de la révélation du FARP israélien aux côtés de chaque autre fil opérationnel et diplomatique actif dans un théâtre qui compte plus d'éléments simultanément actifs que n'importe quel engagement militaire américain des dernières décennies. C'est la partie où un simple titre du genre « on gagne » ferait violence au nombre de pièces en mouvement. La contre-proposition iranienne révèle la position institutionnelle du corps des gardiens de la révolution islamique, avec plus de clarté que n'importe quelle action opérationnelle. Mettre fin à la guerre et rien d'autre. Arrêter les tirs sans traiter l'uranium enrichi, l'infrastructure nucléaire, la capacité balistique conservée ou le réseau de mandataires. La proposition qui produit une pause et laisse tout en place pour ce qui viendra ensuite, ce n'est pas une concession. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui dit au monde et à lui-même qu'il n'acceptera pas les termes qui éliminent sa raison d'être stratégique. Et il lance simultanément des attaques coordonnées avant l'aube sur plusieurs fronts avec cette déclaration. Parce que le message envoyé par ces attaques, nous sommes encore capables, nous combattons encore, nous n'avons pas été brisés, est le message que le corps a besoin de faire recevoir à son public intérieur exactement au moment où la proposition diplomatique crée le risque narratif que le régime soit en train de se rendre. Le moment d'une manière ou d'une autre est arrivé à l'instant précis où la façon dont cela se résoudra sera déterminée non pas par ce que chaque camp veut, mais par le calcul institutionnel qui s'avérera juste dans les prochaines 72 heures. Le corps des gardiens de la révolution islamique parie que l'escalade multifront, combinée à la proposition minimaliste, produira un accommodement plutôt qu'une contre-escalade. L'administration parie qu'une contre-escalade face à l'attaque multifront, la destruction des moyens qui ont lancé les drones contre les Émirats arabes unis et le Koweït, la réponse au déploiement des sous-marins Gadir, la poursuite de l'application du blocus sur les pétroliers et le maintien de la position absolue sur l'insuffisance de la contre-proposition produiront le point de rupture institutionnelle vers lequel toute la campagne de pression s'est construite. Dans la communication façon Trump, cela serait emballé comme de la fermeté. Dans le vrai théâtre, la fermeté doit encore régler demain matin. Les sous-marins Gadir sont la variable qu'aucun des deux paris ne prend pleinement en compte. Tout ce qui se trouve au-dessus de la surface a été traité efficacement. La dimension sous la surface est nouvelle le 10 mai. Et l'effet de cette dimension sous la surface sur le calcul de chaque exploitant de navire dans le détroit, de chaque commandant naval gérant la protection de ses forces et de chaque planificateur diplomatique évaluant le calendrier de la crise est l'inconnue précise que l'aube du 10 mai a introduite dans un conflit qui, jusqu'à ce matin, opérait dans le domaine des menaces au-dessus de la ligne de flottaison, contre lesquelles l'architecture défensive établie avait prouvé son efficacité. L'attaque multifront avant l'aube du 10 mai 2026 est le point d'inflexion opérationnelle auquel chaque analyse de la trajectoire de ce conflit fera référence comme au moment où le corps des gardiens de la révolution islamique a pris sa décision institutionnelle, non pas par communication diplomatique, mais par action cinétique simultanée à travers
plusieurs pays, plusieurs domaines et plusieurs catégories de menaces sur la direction qu'il entend donner à ce conflit. Le déploiement des sous-marins Gadir produira-t-il la première attaque réussie par torpille iranienne contre un navire naval américain ou allié? Et si cela se produit, quelle sera la réponse de l'administration qui a décrit le bombardement à un niveau et à une intensité supérieure comme l'alternative à un accord? La réponse politique irakienne aux soldats morts et aux FARP israéliens secrets deviendra-t-elle la variable qui introduit une instabilité au niveau du terrain à Bagdad dans un tableau régional déjà au maximum de sa complexité? Et la contre-proposition minimaliste de l'Iran mettre fin à la guerre, rien d'autre forcera-t-elle l'administration à prendre la décision opérationnelle que le d'une manière ou d'une autre préparée depuis que les sous-marins de classe Virginia ont amené leur Tomahawk à profondeur de tir? C'est l'analyse qui compte le 10 mai 2026. Les sous-marins sont dans l'eau. Les drones ont été tirés. Les pétroliers brûlent encore. La contre-proposition est sur la table. Le commandant de la force aérospatiale dit qu'il attend l'ordre. Et le pont aérien depuis l'Europe continue d'amener davantage d'avions sur le théâtre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.